Alors, bonsoir tout le monde. On vous souhaite la bienvenue pour notre réunion d'aujourd'hui du Conseil scolaire Franco-Sud en date du 17 mars 2026. Alors, on ouvre la réunion à 18h36. Le point numéro 2, c'est la reconnaissance des territoires traditionnels. Et ce mois-ci, on a une vidéo qui a été faite par le Conseil scolaire avec certains de nos étudiants. Est-ce que j'ai entendu présenter? Oui. Stéphane, est-ce que tu préfères que je le fasse en... D'accord. C'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot, Métis-Tapi. Le traité des peuples Blackfoot, incluant les Premières Nations Kainai, Piikani, Titicaca, Tsuut'ina, Yeri-Nakota. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations métisses et inuites qui ont vécu sur cette terre et en ont bien pris soin pendant plusieurs générations avant nous. Alors, le point numéro 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'une personne veut proposer l'adoption? Merci, Valérie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent discuter ou demander des changements? Alors, n'en voyons pas. On va passer au vote. Tous ceux qui sont d'accord pour adopter l'ordre du jour, levez la main. Merci. Ce mois-ci, on va essayer quelque chose de nouveau pour essayer d'aller un peu plus vite. Alors, je vais donner ces points d'information. Ici, rapport des comités, points d'information. Les rapports de comités reçus par le conseil scolaire pour la réunion du conseil du 27. Pardon. Oh, pardon. Adoption des procès-verbaux. Oh, merci. C'est ça que tu me disais. On va revenir en arrière. Donc, j'ai marqué Valérie à la mauvaise place. OK. Merci beaucoup, conseiller Harrison. Alors, point 4, adoption des procès-verbaux, réunion ordinaire du 24 février. Alors, il y a eu certains changements qui ont été demandés par les conseillers. On vous les a mis en jaune pour que ça soit plus facile à revoir, là, sans relire tout le procès-verbal. Est-ce qu'il y a des changements qui sont demandés de plus? C'est bon? Alors, quelqu'un veut proposer l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 février? Merci. Conseiller Goa. Alors, tous ceux qui sont en accord, levez la main. Merci. Alors, maintenant au point 5. Point d'information, les rapports des comités reçus par le conseil scolaire pour la réunion du conseil du 17 mars 2026 sont les suivants. Alors, on a reçu le compte-rendu du comité de réaménagement des communautés scolaires en date du 4 mars. On a aussi reçu 2 rapports compte-rendus du comité d'évaluation des rendements de la direction générale en date du 25 février et du 11 mars. J'inviterai les conseillers, alors ça c'est disponible à tous les conseillers, j'inviterai les conseillers qui ont des questions à propos des procès-verbaux, des comptes rendus, pardon, de pouvoir de se rapprocher des présidents des comités. Et on n'a pas besoin vraiment de voter parce que lorsque des points seront arrivés au point où est-ce qu'on a besoin de voter en tant que conseil, ça va être amené à l'ordre du jour. Alors, on pourra débattre
et voter de leur travail. Mais vu que le travail n'est pas encore terminé, je pense que ça vaut la peine de simplement poser les questions directement au comité ou aux présidences de comité. D'accord, merci beaucoup. Résolution en bloc. Alors, on avait une résolution en bloc qui était à propos d'un changement de date pour la réunion de travail du mois de juin. Tous les conseillers étaient d'accord, alors ça a passé. Est-ce que je peux avoir une personne qui propose l'adoption des résolutions en bloc du point 5? Pas du point 5. Point 6. Merci beaucoup. Alors, conseillère Poulain, tous ceux qui sont en accord, levez la main. Merci. Rapport de la présidence. Alors, ça a été un mois assez chargé. On est vraiment reconnaissant euh, pour tout ce qui s'est passé ce mois-ci. Alors, on a eu l'occasion d'avoir une belle réunion avec une conseillère de la ville de Calgary à propos d'une de nos nouvelles écoles. Vraiment reconnaissant de pouvoir partager avec la communauté et de vraiment pouvoir écouter toutes les communautés. Le 2 mars, on a une réunion, une session de travail avec tous les conseillers. On a eu la chance de regarder, de donner des commentaires et poser des questions sur le plan capital qu'on va discuter aussi aujourd'hui. On a aussi reçu dans cette semaine-là une annonce de 2 écoles. Alors, si je me souviens bien, c'est Panorama et Hampton qui ont reçu des nouvelles écoles. Peut-être que Monique va en dire plus par la suite. Après ça, le 5 mars, on a reçu une autre annonce. Alors, j'ai eu la chance de participer à parler avec les médias, avec notre première, Danielle Smith, et le ministre de l'Éducation, ministre Nicolaides, et aussi d'avoir des entrevues avec Radio-Canada pour l'annonce d'un nouveau complexe scolaire à Canmore. Alors, on est vraiment reconnaissant encore au gouvernement pour les annonces d'écoles qu'on a eues. On a eu la chance aussi d'étudier un petit peu le nombre de nouvelles écoles qui nous ont été octroyées ou annoncées depuis les 18 derniers mois. Alors, il y a 18 mois, au mois de septembre 2024, le gouvernement avait parti un programme qui s'appelait School Now pour l'accélération de la construction des nouvelles écoles. Et depuis cette annonce-là, on a reçu 7 nouvelles annonces. Et dans les 18 mois avant, on avait eu 2 nouvelles annonces. Alors, ça fait vraiment une augmentation. On voit que ça accélère. On est vraiment reconnaissant. Le 6 mars, on a eu une belle rencontre avec la zone 5 de ASBA. Le 9 mars, on a eu une belle rencontre avec le ministre de l'Éducation, ministre Nicolaides, avec la Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta. Le 17 mars, alors aujourd'hui, on a eu une belle rencontre, moi et conseiller QCAM, avec le maire du village de Cochrane pour continuer nos discussions à propos de l'obtention d'un nouveau terrain pour une nouvelle école. Et ça, je veux quand même dire qu'on a la communauté francophone de Cochrane qui nous soutient beaucoup de ce côté-là et on travaille ardemment, je pourrais même dire, là, à pouvoir continuer dans Et on espère que ça va débloquer rapidement. À travers tout ça, il y a eu encore plusieurs rencontres, des réunions aussi de comités et quelques autres réunions de rencontres médiatiques. Alors, c'est ça pour mon rapport. Est-ce qu'il y a des questions? Vous êtes vraiment bon pour moi. Depuis le début, là, vous n'avez pas de questions sur mes rapports. Je suis vraiment reconnaissant. Mais, non, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Je voudrais dire un grand merci aux parents, au groupe des parents champions de la ville de Cochrane qui sont en train de faire un travail formidable d'arrache-pied pour que nous obtenions ce terrain. Un groupe remarquable. Là, on a Neil, on a Amy, on a Elisabeth. Donc, Monsieur Neil, Madame Amy, Elisabeth, qui sont la tête, mais c'est un groupe de parents plus large. Et on leur dit un grand merci. On espère vraiment qu'on pourra terminer ce chapitre avec une belle victoire. Oui, absolument. Merci beaucoup. Petite question. Le papier, c'est quand la prochaine réunion de la zone centrale? C'est normalement le premier vendredi de chaque mois. Alors, à moins qu'il y ait un jour férié durant ce jour-là, c'est le premier vendredi de chaque mois.
Merci. Alors, on va continuer maintenant au point 8, rapport de la Société des conseillers catholiques. Et je donne la parole à Madame conseillère Poulin. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc, on a vu aujourd'hui que la valeur pour le mois de mars, en ce mois de la francophonie, il n'y a pas de lien, mais c'est le pardon. Donc, le pardon pour que nos élèves, nos écoles travaillent fort à développer cette valeur et renforcer cette valeur-là. Bon, on l'a vu dans nos écoles, vous l'avez vu probablement sur les médias sociaux, les chandails les journées des chandails roses, ça a été très populaire. On a beaucoup d'activités présentement en lien avec le carême, donc qui se passe dans nos écoles. On a eu là aussi la visite de la famille Myriam, qui ont fait le tour de nos 4 écoles catholiques. Il y a beaucoup, donc dans le rapport de catholicité, on voit encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nos écoles qui travaillent très fort à faire des activités en lien avec la réconciliation. C'est une demande de travailler fort avec nos élèves, nos jeunes à cet aspect-là. Donc, on le voit, ce travail-là qui se fait aussi dans nos écoles. Puis, on peut voir aussi au travers de la présentation au niveau administratif que nos écoles sont très, très diversifiées, puis que chaque école met une saveur différente sur leur apprentissage. Donc, c'est beau de voir ça. Le congrès de la foi Franco-Sud arrive le 15 mai. Ça va être en ligne principalement, puis après, nos enseignants vont aller dans leur communauté faire des actes d'appui à la communauté. Et le titre ou le sujet de la thématique du congrès, c'est grandir dans l'amour des autres. Et un petit mot encore à nouveau pour remercier Père Jean-Claude qui est très, très présent dans chacune de nos écoles catholiques de Calgary. Donc, on le voit fréquemment, donc on tient à le remercier à nous. Puis, peut-être un petit rappel que le 30 mars, c'est le ACST MLA Reception, donc on va être présent pour ça. Puis, oui, c'est ça. Merci. Merci. Bon, on va continuer avec le rapport de la direction générale. Je pense qu'il y a aussi dans ce rapport 2 présentations aussi. Oui, merci. Alors, avant de passer la parole à M. Rémi Lemoine pour ces 2 présentations, j'aimerais souligner certains items, certains sujets que j'ai partagés avec vous. Je sais que vous faites un bon travail pour le lire, puis des fois, ça vaut la peine de dire haute voix pour préparer certains élèves et aussi des employés. Alors, vous avez certainement vu les nouvelles directives administratives ainsi que les mises à jour. Le congrès annuel de Franco-Sud. Alors, cette année, c'était la 3e année qu'on célèbre cette journée ensemble comme famille. Et il y a eu beaucoup d'emphase sur la fierté. Ce fut vraiment une journée exceptionnelle, à mon avis. Nous avons eu le privilège d'entendre 2 de nos élèves très talentueux. Il y avait Abigail qui a chanté au Canada, ainsi Jean-Marc qui a partagé son poème de la francophonie qui m'a vraiment touchée. C'était le fait qu'il s'est présenté et a récité son poème par terre. Et tu ressentais vraiment sa fierté francophone quand il a partagé son poème avec nous. Ensuite, il y avait un panel, désolé, qui m'a joint pour une petite causerie et nous avons fait des réflexions envers notre vision de Franco-Sud. Et je tiens à remercier tout le monde qui ont participé avec moi parce qu'on avait des employés différents. Alors, il y avait non seulement des enseignants, il y avait des directions d'école, on avait une aide pédagogique, on avait aussi une bibliothécaire, une secrétaire et même quelqu'un de l'accueil ici de Franco-Sud. Alors, c'était vraiment divers les réponses et c'était bien. Notre conférencier, Sylvain, était super. Il était vraiment exceptionnel. Et j'ai beaucoup apprécié l'énergie qu'il a apportée dans la salle. Alors, c'était très bien. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont animé les ateliers et qu'est-ce qui me tient à cœur et qu'est-ce que c'est très impressionnant, c'est que c'est nos gens. C'est les gens de Franco-Sud
pour la plupart, qui animent ces ateliers et qui partagent leurs expertises et leurs expériences. Alors, un gros merci à eux. Aussi, tout le monde qui a contribué à l'organisation logistique de cette journée. C'est notre 3e année et là, je me dis, je ne suis pas certaine comment est-ce qu'on peut s'améliorer pour l'année prochaine. Parce que c'est du dîner à l'accueil le matin, on avait tous nos partenaires, des organismes qui étaient partout dans l'école. Alors, ça, c'était génial. Et un gros merci à l'école de l'Horizon et l'école secondaire de Phare pour leur accueil incroyable. Alors, ça a été vraiment un gros travail d'équipe. Et je tiens à mentionner en particulier une personne, Erika, qui est notre animatrice, notre coordinatrice culturelle, qui a fait un travail incroyable avec son équipe et avec l'appui de Mme Elisabeth. Alors, bravo. Okay. Le poème, je vais partager avec vous. Le gala Célébrel, on a souligné beaucoup d'élèves et beaucoup d'employés ce mois-ci. Alors, un gros félicitations à une élève, Ella Scott de Haute-Plaine et Rebecca Robert de Sentier de la Rivière qui ont été reconnus comme les leaders de la jeunesse. Et nous avons aussi Mme Annie Jacques et Mme Sandrine Corona qui ont été aussi reconnues à cette célébration. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui prend vraiment le temps de soumettre les nominations parce que c'est assez un beau travail. Et sans eux, nous ne sommes pas là à reconnaître les gens. Nous avons eu plusieurs sessions d'information ce dernier mois qui a été offert à nos parents. Un grand merci à Services éducatifs, en particulier PPA. Et cette dernière fois, c'était Service aux élèves. C'était une session d'information sur TDAH et on avait 40 parents, la plupart en ligne, mais c'est quand même une belle représentation. Je saute ensuite au dévoilement de l'identité de l'école de loisirs. Alors, vous avez certainement vu le nouveau logo de l'école et je veux tout simplement souligner qu'au centre du logo, c'est le soleil qui se lève au-dessus de l'eau, évoquant l'énergie, la lumière et l'espoir. Ensuite, vous allez voir, on retrouve également la référence de l'eau qui représente le lac, Castomir. Et j'adore la petite feuille. Alors, il y a une petite feuille qui est intégrée dans la typographie qui rappelle la croissance, l'apprentissage et l'épanouissement. Alors, bravo à tout le monde et nous avons hâte d'accueillir nos élèves et nos enseignants dans le nouveau bâtiment dans notre belle école à Chestermere le 31 mars. Alors, merci. Et un grand merci à toute l'équipe. C'est vraiment quand on parle d'un travail d'équipe pour déplacer ou déménager une école dans leur place. Alors, on a hâte de vous partager la date où nous allons faire une fête officielle pour nos élèves. Je sais qu'ils ont commandé des chandails bleus et ils ont tout ça de près là, pour leur première journée. Alors, on a hâte. Okay? Concours Épelle-moi. Alors, les élèves de Notre-Dame-des-Monts se sont vraiment mis à la lumière le 28 février au cours de Épelle-moi Canada. Alors, nous avons 2 élèves en particulier qui se rendent à la prochaine étape, qui est finale nationale qui se tiendra à Toronto le 17 mai. Alors, félicitations à ces élèves. Nous avons aussi plusieurs élèves qui se sont démarqués pour le concours de dessin La beauté de nos différences. Et félicitations à 4 élèves, Emma Duna de l'École du Sentier de la Rivière qui a gagné premier prix, Madeleine Young, 2e prix, École Sainte-Marguerite-Bourgeois, 3e Juliette Beauchamp, École de la Rouge-Sauvage, et 4e prix, Hazel McClellan, l'École de l'Oasis. Alors, ils se sont tous mérités des prix monétaires et des mentions spéciales du jury ont été données à 2 autres élèves et des prix de coup de cœur AGFAS a été donné à 6 autres élèves. Alors, ils sont tous mentionnés dans mon rapport. Le mois de la francophonie albertaine, alors nous avons
partagé plein de nouveautés et je tiens à remercier en particulier toutes nos écoles avec des beaux événements qui sont en train de préparer et de planifier pour célébrer le mois de la francophonie. Et j'ai eu l'occasion de participer au festival d'hiver samedi dernier. Il faisait un petit peu plus froid qu'on anticipait. Et encore, c'était l'énergie et c'était fantastique. Et toujours un merci à Service éducatif de notre équipe de la catholicité pour leur bon travail. Quand on parle de l'encadrement de nos élèves, etc., et construction identitaire. Erika et son équipe font toujours un travail fantastique. J'ai énuméré toutes les choses qui se passent dans nos écoles. Alors, ça saute, on est occupé et ça souligne la fierté francophone. Alors, un grand merci. Ça, c'est la fin de mon rapport. Et j'aimerais maintenant passer la parole, à moins que vous avez des questions, des commentaires. Prochainement. On est bon. Merci déjà pour le rapport détaillé. Il m'a tenu éveillé les 4 derniers jours. Alors, vous avez répondu à une question que j'avais posée, c'est quand la date de l'ouverture officielle de l'Oasis. Donc, je resterai en attente. Je souhaiterais vraiment assister à l'ouverture. Et la question que j'avais, c'était au niveau... C'est pas une question, mais peut-être ce serait intéressant que lors de notre prochaine session de travail ou celle d'après, que l'on ramène sur la table la question d'un plan stratégique pour préparer plus de candidatures de nos élèves et de nos enseignants pour que lorsqu'il y a des opportunités se présentent, on ait des dossiers encore plus solides. On en a parlé une ou deux réunions plus en avant, là. Parce que je pense qu'on va en compétition contre d'autres conseils scolaires, on va en compétition contre d'autres écoles. C'est bien qu'on ait des candidatures très, très solides pour promouvoir notre éducation francophone. Ouais, c'était juste ça mon commentaire. Oui, je voulais savoir, lorsqu'on a des élèves qui sont reconnus sur le plan provincial, donc des élèves qui passent d'un niveau à un autre parce qu'ils sont reconnus, vous faites certaines parties de concours, est-ce qu'il y a un appui monétaire pour les aider à se déplacer ou c'est à leur frais? À date, c'est à leur frais. Et quand ils participent, ils reconnaissent c'est quoi la prochaine. OK. Parfait, merci. Mais quelque chose à considérer peut-être dans les prochaines années budgétaires. Oui. Comme c'est eux qui vont à Toronto, c'est à leur frais? Oui. Je pense qu'on devrait considérer ça parce qu'ils représentent quand même le conseil scolaire. Ouais. Et je pense que ça peut faire partie de notre document stratégique, non seulement de préparer les candidatures, mais de penser peut-être à un potentiel impact financier. Ça contribue de mon point de vue aussi à une publicité actuelle de notre Non, c'est un bon point. Bonne recommandation, alors quelque chose à considérer pour le candidat et les années futures. Alors, peut-être mettre une pochette ou un montant de côté pour nos élèves qui sont reconnus et qui représentent, surtout quand il y a des frais assez élevés. C'est intéressant plus pour le national quand c'est exactement. Un avion. Je pense que c'est quelque chose. Pour moi, c'est administratif, mais c'est vraiment quelque chose. Je pense ce qui est pour moi la gouvernance, c'est qu'on veut que notre francophonie, nos élèves, puis notre conseil rayonnent. Puis je pense que cet aspect-là, pour moi, est gouvernance. Donc, on doit s'assurer que nos élèves, puis nos familles, ce rayonnement-là n'est pas limité en raison de leur capacité financière. Oui. Donc, que ça soit pour ça, des équipes sportives ou autres, là, je crois que c'est à vous à regarder, mais il y a un an, oui. Et moi, je pense aussi que ça va peut-être motiver plusieurs personnes à pouvoir s'engager davantage. Parce que c'est une belle représentativité pour le franco-suisse de parler de franco-suisse à Toronto. Oui. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup d'idées. C'est quand même assez rare. Alors, c'est pas tout le temps qu'on a ça. Alors, ce ne sera pas un gros montant budgétaire du
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez, comment est-ce que vous voulez qu'on procède? Est-ce que vous voulez que ce soit dans le budget du CA ou c'est peut-être plus dans le budget du côté scolaire, je pense, parce que c'est pour nos élèves. Une chose que jamais, si une famille nous approche pour des aspects financiers, jamais qu'on dirait non. Alors ça, c'est quelque chose absolument qu'on accompagnerait cette famille, des bonnes discussions à avoir avec eux. Je crois que dans les discussions budgétaires prochainement, on va voir où est-ce que ça se placerait mieux. Oui, les reconnaissances. Peut-être dans le budget de reconnaissance, parce qu'on a des beaux petits trucs qu'on veut partager avec vous prochainement. Ouais. Et j'aimerais aussi souligner, nous avons commencé une reconnaissance de certificat suivi avec une lettre. Alors, chaque fois que nous avons des élèves qui sont reconnus pour raison X, Y ou Z, ils ont un certificat qui est signé par la direction générale et si c'est un élève, c'est signé à l'accompagnement du DGA Services éducatifs et si c'est employé avec Cynthia comme DGA Ressources humaines. Alors, c'est quelque chose que nous avons mis en place les derniers mois et j'ai signé beaucoup de certificats dernièrement. Alors, c'est une bonne chose. Ouais, c'est bon. Est-ce que ça va être la dernière question pour qu'on puisse oui, mais c'est juste pour clarifier. Donc, l'administration, vous ne considérez pas avoir besoin d'une proposition du conseil pour mettre en place quelque chose? Parce que je pense qu'une fois que vous adoptez le budget à la fin de l'année, on peut le publier et dire X montant d'argent. Pour reconnaissance. Vous devez adopter le budget, c'est le budget de l'organisation. OK. Ma seule inquiétude que j'ai, c'est qu'on vient de mentionner si une famille nous approche. Moi, je ne pense pas que les familles approcheraient Francosuite. Je pense que les familles vont contacter une direction d'école, puis la direction va lui dire j'ai pas de budget, puis ça va arrêter là. Donc, moi, ce que j'aimerais peut-être qu'on entende ici, c'est que s'il y a des demandes, que ces demandes-là, que vous informez les directions que s'il y a des demandes, ces demandes-là sont apportées à la direction générale qui va évaluer. Puis si ça fonctionne ou non, c'est à vous à le dire selon le budget, là, mais il ne faut pas que ça bloque une direction d'école parce que ça ne fait pas dans son budget. Moi, je souhaite que ce soit pas que ce soit une demande des parents. Pour moi, ça devrait être automatique. Si on a un élève qui va représenter le Franco-Suisse au niveau national, moi, je pense que ça vaut la peine que le Franco-Suisse couvre les frais. On pourrait même dire à l'extérieur de la province. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était moins gênant aussi. C'est besoin d'aide, c'est moins gênant aussi. Nous allons faire un suivi avec Merci. ces deux familles. Merci beaucoup. Alors, on continue. Moi, j'aimerais passer la parole à M. Rémi Lemoine qui va partager avec vous notre initiative du Corridor des enseignants d'immigration, réfugiés et citoyenneté du Canada, IRCC. Ensuite, juste un petit aperçu de notre soirée de bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci, Monique. Alors, chers conseillers, conseillères, M. le Président, et chers collègues, moi, ça fait un plaisir de présenter, tel que présenté la dernière fois, je vous donnais un aperçu, j'ai quelques promis de vous présenter un peu c'est quoi cette initiative Corridor qu'on a présentement depuis la mi-février au Conseil scolaire. Alors, je vais me passer au prochain, s'il te plaît. Alors, j'ai participé premièrement, j'ai été invité à présenter à cette réunion nationale sur la programmation francophone liée à l'éducation à Halifax, qui était le 20 février dernier, en collaboration avec, c'était 2 colloques en un. Les 2 premières journées, c'était avec les premiers établissements des écoles. Et ensuite, toute la journée sur l'initiative Corridor. Il s'appelle ça Corridor. Ça, c'est un programme subventionné par l'IRCC. Migration, réfugiés et citoyenneté Canada. Et on a réussi à avoir cette subvention. Ça, cette subvention-là était depuis septembre. Elle a commencé seulement en février. La raison pour la grève, on a quelqu'un qui a fait demande, qui a désisté. On allait afficher cette activité. Alors, à cette rencontre-là, il appelle ça corridor parce que ça fait un corridor à travers le Canada. Parce que ce n'est pas seulement nous qui avons cette subvention. Il y a des gens de partout, de chaque province,
à la réunion nationale. Prochain, s'il te plaît. Alors, vous avez un aperçu, il y avait 2 panels. Une présentation que je faisais, et le panel même, c'est dans des discussions sur la mise en œuvre de services et pratiques sur le terrain. Qu'est-ce que ces personnes-là font sur le terrain? Ce que je vais expliquer tantôt. Prochain. Panel 2. Alors, par exemple, avec Maxime Barbier, lui, du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, on avait des gens du francophone, du scolaire francophone du sud du Nouveau-Brunswick, du Collège de la Cité, qui est. Je pense que c'est Toronto. La Cité? C'est au Collège de la Cité, Ottawa. Alors, ça, c'était vraiment un panel où on avait une discussion ouverte sur comment ça fonctionne dans les différents conseils, l'initiative Corridor avec ces gens-là qui accompagnent les nouveaux enseignants issus de l'immigration. Mais là, je vais vous présenter un peu le contexte et la justification de c'est quoi cette initiative Corridor. Alors, on sait qu'on a besoin d'enseignants qualifiés au Canada. Ça, c'est partout. Il y a un mort. Ça, c'est clair. On a un défi de recrutement dans certaines régions. C'est plus facile à recruter dans les grandes villes. En région, c'est difficile. Ça, c'est partout au Canada. Et l'importance de l'immigration ciblée pour répondre à ces besoins. Prochain. Alors, le programme même d'IRCC, l'initiative Corridor, c'est un programme d'immigration et d'intégration professionnelle pour les nouveaux enseignants issus de l'immigration. Le public cible, c'est vraiment les enseignants qui sont formés à l'étranger. Que tu sois en France, que tu sois d'Haïti, que tu sois de peu importe où, sont formés à l'étranger. On sait que beaucoup d'enseignants sont formés à l'étranger. Il y a besoin de mise à niveau sur certains coûts, parce que c'est des exigences très. C'est le red tape au Canada. On sait que les provinces ont leurs propres exigences pour avoir un permis d'enseignement dans cette. C'est un programme où il y a une approche structurée et accompagnée. C'est vraiment une collaboration avec des partenaires éducatifs et communautaires. Alors, à la rencontre, je vais montrer les partenaires tantôt, puis à la rencontre, on avait la FRAP, PIA qui était là. Alors, c'était vraiment là, comment je peux dire, on était très, très bien représentés au niveau de la liberté à cette rencontre, à cette réunion nationale. Tout le monde était vraiment impressionné. On était tous là. Souvent, c'était seulement la personne qui gérait l'initiative Corridor, mais il n'y avait pas de partenaire avec eux. Ça, c'était vraiment un plus. Les activités principales de cette initiative-là, c'est qu'il y a des séances d'information sur le programme qui est parcours d'immigration. Il y a une évaluation initiale du profil des participants, ceux qui vont participer comme nouvel enseignant. On va faire un profil. Est-ce qu'ils cochent les boîtes, les critères pour participer? Accompagnement dans les démarches admin, liaison avec les établissements scolaires et partenaires, orientation et accès aux services communautaires. Je vais expliquer un peu plus en détail ce que M. Georges Pigoué, qui est notre enseignant accompagnateur, qui va être en mesure de parler de logement, santé, soutien social avec les nouveaux enseignants qui arrivent. Suivi continu du parcours des participants. Après, l'approche d'accompagnement, c'est ça. Ça, c'est le gros du travail de M. Pigoué. C'est un parcours personnalisé, une approche structurée progressive, c'est un soutien professionnel, pédagogique et communautaire. Puis on veut réduire les obstacles de l'intégration. On veut que ça soit fait de façon aisée. Et puis, favoriser l'autonomie, évidemment, parce que ce qu'on remarque, c'est que il n'y a pas beaucoup d'indépendance au début ou d'autonomie. On veut les amener à vraiment devenir autonomes après 1 an ou 2 ans d'accompagnement. Alors, rôle et responsabilité. Alors, ça, c'est Aude Ballot, notre gestionnaire du programme, qui, elle coordonne, supervise globalement.
Elle, c'est la liaison avec l'IRCC, les partenaires. Puis Aude, là, je ne sais pas si vous l'avez rencontrée, mais elle est excellente. Elle travaille là, elle travaille tellement bien, tellement fort. Elle fait des suivis admin et financiers. Puis ceux qui ont déjà œuvré avec l'IRCC, c'est très complexe. Les demandes, là, c'est tellement précis, c'est à la scène près tout le temps. Les choses qui reviennent, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Puis Aude est vraiment bonne. Assurance de la conformité du programme, c'est vraiment important. Et M. Pigoué, notre enseignant conseiller. Et là, on ne peut pas l'appeler un conseiller pédagogique, ce n'est pas ça son rôle. C'est vraiment, il faut suivre vraiment les directives de l'initiative du corridor des FCC. Parce que lui, il ne fait qu'accompagner l'enseignant. Rien d'autre. Il n'y a pas d'élèves, c'est juste l'enseignant. Alors, évaluation des compétences, l'orientation professionnelle pédagogique, accompagnement et le support individualisé aux participants. Prochain. Alors, les résultats attendus. Alors, évidemment, les résultats attendus, là, c'est les résultats d'IRCC. Encore une fois, c'est voici nos résultats. Dérogez pas de vos résultats. Participation accrue, intégration, contribution au système éducatif. Et encore une fois, c'est l'alignement des stratégies de l'IRCC. Alors, les photos, votre Aude, pendant photo, du plaisir d'avoir Halifax, le panel et la présentation. Moi, ça m'a fait un grand plaisir de présenter et représenter Franco-Sud pendant le temps-là. Prochain. Alors, on a identifié nos partenaires. Puis, on dit toujours entre autres, parce qu'on ne va pas si on les oublie. On a vraiment fait le tour là, de qui sont nos partenaires qui nous aident là-dedans. Le focus aujourd'hui, l'Université d'Alberta, on les a rencontrés aujourd'hui même, pour Georges et moi-même, avec une chercheure qui s'appelle Samira, j'oublie son dernier nom, de l'Université d'Alberta. Et eux travaillent justement un sondage envoyé partout dans la province anglophone, francophone, pour ceux qui sont en éducation, en train d'étudier dans le bac en éducation, pour voir c'est quoi les défis pour ceux qui sont nouvellement arrivés dans leur faculté. Et nous, ça nous permet d'avoir avec eux, c'est quoi les top 5 enjeux qu'ils vivent. Comme ça, Georges, lui, on peut faire du pouce sur ces enjeux-là pour mieux accompagner ceux qui rentrent après avoir étudié 2 ans à la faculté ou après 1 an de mes amis. Okay. Prochain, merci beaucoup. Et je pense que c'est tout. Le dernier, c'est merci. Ça, c'était juste c'était mon pedigree. Alors, on aurait 5 minutes pour les questions. Je vais juste mentionner brièvement, je suis vraiment impressionnée avec l'évolution de cette initiative. Lors quelques années, ça a été présenté à la RNDGE et les DG, on était comme qui participe pas, lancer le nom de Franco-Sud là-dedans pour voir qu'est-ce que ça donnait. On a été accepté. Et là, à l'arrivée de Rémi, je pense que j'ai dit voici une nouvelle initiative, puis il s'est sauté là-dedans. Et puis, quand il mentionne que les rapports sont rigoureux, ça a été vraiment une évolution. Alors, un plus gros projet qu'on anticipait, mais ça vaut vraiment la peine. Et je tiens à remercier Rémi et son équipe et les gens qui vont l'accompagner là-dedans parce que ça va vraiment porter fruit. Chez nous, le but, c'est de faire un genre d'apprentissage pour nous, pour qu'on puisse avancer avec notre propre projet à la suite. Alors, c'est une subvention de 3 ans. Ouais. Alors, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Beaucoup de rapports. Oui. Alors, félicitations. Merci. On va prendre juste 5 minutes pour les questions. Alors, conseiller Goa, pas Goa, pardon, Turcan et conseiller Plim aussi qui va dire.
Ok, merci bien, M. Bandes, et félicitations pour la présentation, M. Lewan. On ne dirait pas que c'est un projet qui a un mois, parce que la clarté de la présentation, c'est impressionnant. Je vais juste un commentaire. Il était mentionné là la réduction de la difficulté de recrutement et la pénurie des enseignants était le justificatif du projet. Et je sais que depuis comme 2 ans, le campus Saint-Jean, dans son programme éducatif, a vu tripler le nombre d'enseignants dans leur programme. Ma question était de savoir, est-ce que cette difficulté de recrutement s'est amoindrie au cours des 2 dernières années ou est-ce qu'on fait face à la même difficulté, au moins au niveau de la quantité, pas encore de la qualité? C'est la réponse, juste comme ça. Je pense que quand on regarde au national, là, le recrutement, c'est un défi. Même si les chiffres augmentent, si on regarde aux universités comme à l'Université Saint-Boniface, à Winnipeg, il y a une augmentation accrue de gens qui s'inscrivent au bac en éducation. Il y a une augmentation accrue de nouveaux arrivants qui s'inscrivent aussi et terminent. Et on a encore une pénurie à cause du nombre de postes et du nombre de gens qui quittent la profession. OK. Après entre 1 et 5 ans. On ne peut pas avoir la réponse peut-être une autre fois pour le Conseil franco-sud. C'est juste d'avoir un peu d'éclaircie dessus. On pourrait avoir des données. Je pense que c'est aussi un problème mondial là, parce que il y a pas assez de gens qui. Moi, j'ai lu un rapport de l'UNICEF là-dessus qui parlait en fait, des défis de recruter de bons enseignants, et en fait, le nombre d'enseignants dans les écoles, surtout, comment on appelle les enseignants de cette langue. Oui, l'Alberta, le brevet est le plus haut entre toutes les provinces. Alors, il y a beaucoup de cours à prendre pour mettre à niveau. Les gens, c'est clair. Merci. Merci. Moi, c'est une demande qui c'est possible, c'est que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Puis lorsqu'on a rencontré Mme Stéphane, on a fait mention que un des choses, un des défis, c'est vrai que pour les gens de l'extérieur de l'Alberta, du Canada, pour avoir leurs équivalents, c'était complexe. Donc, si vous remarquez, si on voit des défis qui sont spécifiques là, à l'éducation, s'il y a des solutions aussi, ça serait important. Ben, que moi, ou que la fédération les sache aussi, là, que moi, parce que je suis là que je suis au conseil consultatif, et qu'on soit au courant, qu'on puisse arriver avec des solutions. Madame la première ministre aime des solutions. Donc, elle aime qu'on arrive avec ça. Voici le problème, voici les solutions, voici comment ça va coûter. Elle aime ça. Donc, si nous, à Franco-Sud, on voit ces choses-là, c'est important dans votre processus d'évaluation de le partager aussi. Et juste pour ajouter là-dessus, le lycée scolaire francophone sud du Nouveau-Brunswick a beaucoup de chemin avec leur problème sur les exigences. Nous, on peut s'épauler avec eux pour voir qu'est-ce qu'on fait justement pour alléger cette paperasse admin. Oui. Ils ont déjà fait, ils ont raccourci le programme à 2 ans. C'était 4 ans, maintenant c'est 2 ans. Alors, ils ont déjà fait cela. Tout ce qui arrive de notre province ou notre pays, c'est un programme de 2 ans pour enseignement. Mais ça s'offrait aussi avant à Ottawa. Si tu avais déjà un bac, tu pouvais refaire un bac de 2 ans d'enseignement à l'extérieur. C'est nouveau en Alberta. Il y a eu des enseignants. C'est sur le processus d'accélération. Déjà, c'est ce que la faculté, ces gens disent qu'ils ont beaucoup d'élèves. Mais c'est que notre brevet est plus haut. Ça veut dire qu'il faut avoir tellement de temps de cours. Ce n'est pas le même que la Colombie-Britannique ou la Saskatchewan. Même ceux qui viennent de la Saskatchewan doivent prendre de 2 à 4 cours. Merci. Félicitations, premièrement, pour avoir pris cette nouvelle initiative, puis vraiment de foncer. Je pense que ça va vraiment aider le Franco-Sud à continuer de l'avant. Je pense aussi que ça soutient nos communautés qui viennent de l'extérieur du Canada. Et je suis vraiment content
j'ai eu la chance d'aller dans une réunion avec le ministre de l'Éducation et je pense qu'il travaille très fort pour continuer dans cette voie-là. Je ne vais pas donner de détails, là, mais ça semblait vraiment intéressant. Puis je pense que ça va être encore plus accéléré encore. En tout cas, ça me donne l'impression, je ne suis pas un expert, là, mais ils avaient 4 nouvelles choses à partager là-dessus. Alors, dans votre mandat de 3 ans, ça se peut qu'il y ait encore plus de nouvelles choses qui vont sortir du côté du gouvernement de l'Alberta. On les encourage, en tout cas. Je pense qu'on peut dire qu'on encourage le gouvernement à continuer là-bas. Alors, merci, c'est tout. Il n'y a pas de questions, juste merci. Et j'aimerais que Rémi prenne juste quelques minutes aussi pour vous parler brièvement de la soirée de bienvenue aux nouveaux arrivants francophones que nous avons vus. Ici, j'ai juste quelques photos à partager. Ça a été, je sais que M. Gouin était à cette fête de bienvenue. C'était vraiment génial comme soirée. Je sais que c'est ma deuxième. L'année passée aussi. Vers le bas, je pense. Ça, c'est-tu comme ça? Non. Vers le bas ici? Non, juste, il y a 2 boutons. Manitoba, ça passe. Alors, juste pour expliquer la fête de bienvenue qui a été, c'est vraiment initié par la CFA, les communautés à francophonie alberta. Excuse, oui, accueillant. Et alors, ici, il y avait au début, puis ça, c'est vraiment, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver, comme des fois 1 mois, 2 mois, mais c'est vraiment pour l'année en cours. Et alors, ça se fait que les gens, ça fait 1 an qui sont déjà arrivés. Il y a eu quand même beaucoup qui sont déjà nos familles dans notre conseil. Et puis, alors ici, il y a la vice-présidente du Canada, un mot de bienvenue, François Sylvie-Cloutier. Moi, il a fallu que je fasse un petit discours pour parler de Franco-Sud. Et puis, il y avait une cérémonie de purification. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est M. Grant qui était là au Blackfoot Crossing avec le conseil, qui était, c'était lui notre guide pendant cette journée-là. Il est fantastique. Il parlait pendant une demi-heure, 25 minutes. Et puis, il est très, très passionné, très connaissant. Alors, ça a été très bien. Il y avait des danses aussi qui ont été vraiment impressionnantes. Alors, ça, c'est lui. Wearing many hats. Et puis, il est vraiment fantastique. Il y a eu des belles danses. Vous aimez sa danse, c'était. Non, c'était pas. Tu te souviens-tu le nom? C'était super, super intéressant. Puis ici, j'ai juste pris, évidemment, les régions métropolitaines où ils vont, c'est Edmonton, Calgary. Après ça descend, mais c'est l'autre qui m'intéresse. Alors, vous voyez, là, on est juste derrière l'Ontario. Je sais qu'en Ontario, le pourcentage est énorme, mais c'est quand même une super grosse province. Puis, on est à 12,3, mais la deuxième province la plus populaire pour la compare de nouveaux résidents permanents. Alors, ça a été un bon coup. C'est-tu l'immigration francophone ou l'immigration francophone? C'est francophone. Oui, francophone, il y a raison. Et puis, that's it. Alors, vraiment, c'était une belle fête, une belle soirée. Je ne sais pas si tu vas ajouter des choses. Moi, je voulais dire que c'était vraiment une belle soirée. Puis, c'était important que le Franco-Suisse soit là parce qu'on a eu la chance de partager comme nous et puis parler aussi avec les nouveaux arrivants pour voir un peu tacter le terrain pour voir qui sont ceux qui sont dans nos écoles déjà. Pour moi, c'est ce qui m'intéressait le plus. Et puis, essayer de les motiver, leur expliquer parce que pourquoi, en fait, le bien fondé du Franco-Suisse, parce que ce sont des immigrants francophones. J'ai eu la chance de faire ce coup-là. Il y avait 200 personnes, 200 nouveaux immigrants, parce que ce sont les immigrants, on prend que les immigrants sont
dans cette année-là, donc les nouveaux qui ont fait seulement 1 an, donc il y avait 200. Il y en a plus dans la communauté, mais vu qu'ils ont un budget, donc ils ont sélectionné 200 personnes pour, comment on appelle, 200 familles là, qui étaient là. C'était bien. On a eu le temps on a eu la chance de. Merci, M. Ken. Oh, oui, merci. Merci beaucoup pour la présentation et puis pour le démarchage communautaire. Moi, je ne sais pas si on l'a dans notre plan annuel, dans notre budget, mais si on n'a pas, ce serait intéressant qu'on se rappelle de le mettre. Pour moi, ce sont des opportunités. On veut que nos écoles se remplissent et parfois c'est ce contact direct qu'il nous faut aussi pour la stratégie. Je ne pense pas qu'on l'a, mais moi, je peux vous dire. Moi, c'est une recommandation que je formule si besoin. C'est 2 ans de suite qu'on participe au C'est monde de Franco-Sud, alors ça serait bien. Juste quelque chose à. Est-ce qu'on a besoin d'une résolution pour ça? Non. Je pense qu'il faut s'en souvenir pendant le temps du budget. Moi, je voudrais dire si on peut multiplier le nombre d'organisations qui aident les nouveaux arrivants là. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui viennent. Ça, c'est plus francophone, je pense, hein, c'est ça? Mais il y en a d'autres probablement qui sont peut-être pas francophones, mais qui ont des francophones qui vont dedans. Je pense que c'est une situation, c'est toutes les années. Je pense que les années d'avant, si on avait participé, je participe peut-être à titre personnel. Mais tu peux commencer là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. On va continuer avec le prochain point pour rester sur l'ordre. C'est un commentaire. C'est que je remercie M. Lois d'avoir fait ça. Je pense que je crois que dans nos prochaines. Quand un conseiller scolaire est présent, à une session communautaire ou à quelque chose qui est communautaire, je crois que c'est important qu'il soit reconnu comme tel. Puis s'il y a des discours, des remises de prix ou quoi que ce soit qui se fait, qu'on s'assure d'avoir cette personne-là sur scène, soit qui remet ou qui était présent à la remise. Pour justement que les gens dans la salle puissent connaître c'est qui leur conseiller scolaire. C'est mon mot. Merci. Merci beaucoup. On va continuer au point 10, gouvernance, nouveau dossier. Monique, c'est bon? L'autre point? OK, merci. Alors, approbation d'un voyage international. On redonne la parole à M. Lemoine pour 10 minutes. Tu vas dû rester là devant, monsieur. Merci. Alors, je sais qu'il y a une proposition sur la table pour un voyage qu'on fait de façon tous les 2 ans à l'international. Le dernier, je crois qu'il était en 2025. Et là, on veut présenter un voyage. Ce que je vais faire, retour sur le front de l'Ouest, France, Belgique, Normandie. Maintenant, ça, c'est une présentation qui est déjà prête pour les parents. Je ne vais pas passer à travers tout parce que ça durerait 45 minutes. L'important, c'est juste de vous présenter le survol des jours en international et aussi de vous présenter un peu ce que ça coûte
qu'est-ce que ça inclut et aussi toute la question d'inclusion parce qu'on veut s'assurer que les élèves aient l'opportunité de participer. À quoi s'attendre? Ça, c'est, comme je dis, c'est pour les parents. Mais ici, on parle, la compagnie, c'est Educato, on travaille avec eux depuis longtemps. Il y a plein de compagnies qu'on peut utiliser aussi, mais celle-là, c'est quelque chose qui est vraiment bien parce qu'on a eu de très belles expériences. Puis moi, dans mes anciens conseils Educato, c'est vraiment fantastique. Depuis 1988, il y a vraiment une bonne gestion de crise. Le réseau mondial, 70 bureaux associés, santé, sécurité, et puis plateforme d'enregistrement individuel, paiement en ligne. C'est ça. Il y a toujours un directeur touristique qui suit les élèves. C'est vraiment bien organisé. Même le dernier voyage qu'ils ont fait, Mme Elisabeth était là avec les élèves. Il y avait M. Jean-François. C'est très, très bien organisé. C'est très rigoureux aussi. La chance de virer comme élève, même si on connaît bien le cerveau adolescent, on tente de faire certaines choses, ben, sont gardés une chèque pas mal rapidement. Alors, c'est vraiment accompagné 24/7. Ils font vraiment faire vivre l'itinéraire, animation de groupe, gérer les imprévus, évidemment encore plus. Alors, ça, c'est pour les parents, encore une fois, passeport qui ont besoin. L'itinéraire, alors c'est 9 jours, 7 nuits. Encore une fois, du 6 au, j'ai dit 14, oui, je me souviendrai de mémoire. Paris, Béni, Normandie. Et ça fait vraiment, c'est très en lien avec le curriculum. Et non seulement ça, ça va être une année spéciale parce qu'il y a un grand, grand rassemblement commémoratif de plusieurs pays. Les pays qui vont se rencontrer là, il y a plein d'activités pour les jeunes. Alors, c'est vraiment quelque chose de grandiose en plus, parce que c'est un événement marquant où plusieurs pays représentants vont faire des activités ensemble avec les élèves. Alors, jour 1, Paris-Vémy, ensuite Crête de Vémy, les Flandres, Normandie, Normandie-Paris, journée à Paris. Le voyage. Alors, ce que ça inclut, évidemment, aller-retour depuis Calgary, hébergement 7 nuits à l'hôtel, repas, 7 déjeuners, 7 soupers, un dîner, visite guidée et attractions, puis autres, directeur touristique francophone, des pourboires, suppléances, etc. Il faut quand même dîner. Ce qui n'est pas inclus. Un dîner, il faut quand même dîner tout le monde. Oui, alors, ça fait partie du package. OK. Okay. Alors, les dîners, il faut se procurer le plat de dîner, l'argent de poche pour acheter des choses. OK, je comprends. Évidemment, passeport, il est nécessaire. Il y a une activité avant de partir. Alors, choisir un soldat canadien qui est mort pendant la guerre, faire une recherche, créer une œuvre, lui rendre hommage et partager son histoire. Alors, ça, au moins, il y a tout l'aspect pédagogique. Mais il ne faut pas oublier, moi, ça fait quand même longtemps que, même quand j'étais directeur d'école, mes écoles participaient, puis allaient à Béni, c'est très, très pédagogique. Juste le témoignage des élèves lorsqu'ils reviennent, il y en a qui sont très touchés. Ils comprennent bien le sacrifice. Parce que le sacrifice, on le vit ici, ils disent, ils se sont sacrifiés, ça veut dire quoi? Quand tu es là, tu comprends c'est quoi le sacrifice qu'ils ont. Puis c'est par Canada aussi. C'est par Canada. Et les Canadiens à Béni, là, on est tous vénérés, hein, en passant. Ils sont très, wow, les Canadiens, vous nous avez sauvés. Assurance, évidemment, il y a plein d'assurances couvertes avec Educato, qui est très, très bien détaillé. Ça, je vais passer pour les parents, mais 2025, 5 100 $, sans inclure les pourboires ni les frais scolaires. Et en 2027, ça comprend plus de déplacements ainsi que les pourboires. En 2027, ils n'ont pas donné des pourboires qui étaient fatigants.
en passant. Les frais scolaires d'augmentation liés à l'inflation. Voyage commémoratif, logistique spéciale sur place, ce que j'expliquais. 8 et 9, là, il y a des démonstrations militaires. Ça va être quelque chose de vraiment, vraiment gros. Ça va être filmé aussi. Alors, tu sais, ça va être quelque chose qui est pas juste caché, c'est que ça va faire partie d'un événement commémoratif. Et puis, 1000 élèves enseignants du personnel éducatif canadien étaient présents. Alors, on s'attend encore plus de gens en 2027. Le prix, alors, tout dépendant du nombre, ça va descendre. Calendrier de paiement, on peut faire des paiements également avec Educato, des paiements mensuels ou comme première date, après ça par mois. Et janvier, paiement final. Ça va être en ligne, des inscriptions. Et c'est ici où je m'arrête parce que c'est super important. Ces projets-là, on veut que nos élèves participent, on veut qu'ils soient motivés à participer. Ce n'est pas pour tout le monde non plus, parce que ça coûte cher. Cependant, le plan à long terme des voyages est affiché sur le site Franco-Sud pour donner le temps aux familles de les anticiper. Le voyage est approuvé. Okay? Alors, ça, c'est ce qu'on souhaite, évidemment, au minimum 1 an à l'avance. Une famille qui n'arrivera pas à amasser les fonds pourrait être éligible au PAF, que je vais vous présenter tantôt. Et une élève qui éprouve des défis de santé mentale peut être accompagnée par un intervenant jeunesse du projet Appartenance. Et ça peut se faire. Ça, c'est aux frais du projet Appartenance. Ça ne coûte rien à personne. Ça ne coûte même rien au conseil. C'est vraiment des fonds de l'IHS. Ça fait partie du projet Appartenance. Maintenant, moi, personnellement, j'ai vécu un voyage avec des élèves quand j'étais directeur d'école. Et j'en ai un élève de 11e année, autiste, qui était fonctionnel, qui était verbal, cependant, avait plusieurs manies. Et puis, je suis parti 3 semaines avec lui, en Bolivie, avec d'autres élèves, avec ses élèves de classe. Et on a eu une belle réussite. Moi, j'ai pris à peu près 2 mois à convaincre les parents qu'il faut qu'ils viennent en voyage. Il fait partie du groupe. On était seulement à 6, 11e et 12e année. Puis c'était la plus grande réussite de voir cet élève-là vivre dans une famille d'accueil. Ça a été génial. Alors, c'est tellement possible. On pense souvent, il y a des fous, on devrait-tu? Oui, on devrait. Qui est accompagné, puis bien entouré et encadré, on est capable. Prochain, on voit, oui. Le PAC, alors, ce qui arrive, c'est on veut que ça soit accessible au plus grand nombre de jeunes possible. Les voyages doivent être parrainés par l'école pour les critères d'admissibilité dans l'aide financière. Chaque élève est admissible à une bourse une seule fois pendant sa scolarité. Les personnes candidates à l'aide financière ont connu des difficultés financières familiales, les empêchant de s'inscrire. L'école du ou de la participante doit remplir un formulaire. Les personnes voyageant en autocar peuvent recevoir 250. Les personnes voyageant en avion peuvent recevoir jusqu'à 1 000 $. On sait qu'on va avoir un rabais de 1 000 $ pour les familles qui sont moins nantis. Ensuite, il y a les allergies. Ça, c'est des choses qu'on présente aux parents. Et c'est ce qu'on aimerait présenter aux élèves, qu'on a un voyage qui est possible et entériné par le conseil scolaire. Merci. Merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. c'est une proposition sur la table. La proposition, c'est que quelqu'un proposerait d'adopter le voyage international des élèves du Franco-Sud en France et en Belgique. Retour sur le fond de l'Ouest du 6 au 14 avril. Est-ce qu'il y a une personne qui veut soutenir ça, qui veut proposer? Conseiller Goa, merci. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Non, moi, je commencer? pense que c'était C'est un bon. très beau projet pour, en fait,
ça permet aux enfants de s'ouvrir à d'autres expériences. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment génial comme projet. Absolument, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai juste une question. Oui. Puis je ne sais pas si ça a été dit, je l'ai manqué, mais c'est pour lesquelles années? 10 ou 12. Merci beaucoup. Moi, je suis en faveur du voyage, ces choses-là, moi, je vais toujours être en faveur, fait que c'est magnifique. Ma question que j'ai, dans nos approches de planification, est-ce qu'on a déjà pensé à planifier ce genre de voyage-là avec la Fédération des conseils scolaires pour qu'il y ait peut-être plus qu'une option offerte ou qu'il y ait peut-être plus d'élèves? Parce que je pense au conseil scolaire peut-être dans le Nord où que leur bassin d'élèves peut être plus petit au secondaire. Ils pourraient, tu sais, je pense qu'on peut s'entraider à travailler ensemble. Fait que c'est juste, je vais voter en faveur, mais c'est dans vos réflexions, dans vos discussions avec les autres conseils scolaires en francophone, ce serait quelque chose que j'aimerais définitivement voir qui est étudié. C'est une super belle idée. On peut en discuter avec les DG. Alors, ce serait un dernier commentaire. Après ça, on va continuer au vote. Je voudrais juste ajouter qu'on a, bien qu'on ne le planifie pas ensemble en ce moment, puis ça serait une bonne idée d'en discuter avec la Fédération. Pour le voyage à Winnipeg au préalable, il y avait un membre, on est allé même demander et ils ont fait la promotion pour voir ceux qui étaient intéressés. Alors oui, il y a cette possibilité. Merci. OK, je sais que le temps ne prend pas la gorge. J'ai quelques questions ou commentaires et je serai en faveur. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de participants qu'on peut inscrire au programme? C'est une bonne question. Je vais juste aller voir, mais ici, là, je sais qu'on a 35, je crois, pour remplir un autobus. Et après ça, si on veut un deuxième autobus, il faut remplir un autre 35. C'est ça. Pour rentrer dans l'autobus. OK, d'accord, super, merci. Au niveau de la stratégie de communication pour avoir le plus de parents qui s'inscrivent, parce que c'est ce que l'on veut, poster sur le site web, c'est déjà une très bonne chose. Mais je crois qu'il faudrait qu'on trouve une autre manière pour que les parents, au-delà de l'élève, puissent avoir cette information. Puis, le plan avec Elisabeth, directrice des services pédagogiques, elle va vraiment faire un plan de promotion. Elle a déjà son plan. Elle est beaucoup à l'avance avec toutes les écoles pour envoyer dans les familles. OK. Donc, ce serait pas seulement le site, mais on veut vraiment que chaque famille reçoive l'information de chaque école. D'accord, ce sera très important parce que je me rapporte à 2025, quand je commençais, c'était un des commentaires parce qu'on n'a pas pu utiliser toutes les classes qui étaient disponibles. Et on voyait plus ça comme étant une opportunité. Si un élève de 10e année prend ce programme, qui reste durant les 2 prochaines années dans notre système. L'autre point que j'avais, les 5 800 $, est-ce que ça inclut les taxes ou pas? Ça avait fait une différence pour une famille. Je pense que oui. Les chiffres qui étaient là, c'est taxes. Oui, peut-être ce serait une bonne chose de préciser lorsqu'on parle aux parents, parce que ça peut être un bon élément. Et le dernier point que j'avais, non, c'est bon, j'ai déjà tout couvert. Merci. Merci. Alors, conseiller Goa propose l'adoption du voyage. Tous ceux qui sont en accord, levez la main. Merci. Maintenant, on va faire, j'ai eu une demande de faire une courte pause de 3 minutes pour santé mentale. Une courte pause, après ça, on va. Une courte pause, Antoine, s'il vous plaît. 3 minutes. Alors, merci Alibou. On est à 10.2, financement terrain de soccer. Monsieur Louis Arsenault, 5 minutes. Oui, je demande simplement au conseiller de passer la proposition pour utiliser les fonds dans les réserves capitales. Les réserves capitales sont réservées, on n'a pas le droit de les utiliser sans l'approbation du conseil et du ministre de l'Éducation. Pour ceux qui étaient autour de la table il y a quelques années, on avait 1,4 million dans les réserves capitaux qui étaient placés là avant moi et avant la majorité des gens. Pour des portables à Cochrane,
Et finalement, la province nous a fait un cadeau de payer les portables. On a demandé à l'ancienne présidente, Mme Emel, de enlever 700 000 pour mettre dans l'opération, qui ont été faites. Et dans la lettre, on avait aussi mentionné qu'on aimerait garder 592 273 pour des terrains de soccer. Donc, l'argent est toujours là dans nos réserves, 592 273. Mais maintenant que ça s'en vient, on s'en vient dans l'été, tous les mécanismes ont été mis en place pour commencer ça. Il faut demander de la formalité de sortir cet argent-là de nos réserves pour l'utiliser pour les terrains de soccer. La raison qu'on met ça, puis on doit toujours passer par la province pour mettre de l'argent dans les réserves capitales et les sortir, c'est que c'est une façon facile, si vous voulez, à baisser notre réserve. Notre fameuse réserve à 1,6 %, les conseils qui étaient trop hauts, 6 prenaient de l'argent, le mettaient dans les réserves capitales. Et là, le gouvernement a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Là. Si vous voulez mettre de l'argent dans les réserves capitales, vous devez demander la permission. Donc là, maintenant, on donne la permission pour sortir, pour partir. Nos terrains de soccer, vous êtes tout au courant qu'on est en train de. Il faut faire c'est une formalité. Il faut simplement faire la proposition de faire ça. Une fois que la proposition est faite, on a une lettre qu'on envoie, la même lettre qu'on a envoyée au gouvernement il y a 2 ans pour le 700 000, on demande à la SOR pour faire Merci. Alors, il y a besoin d'une personne qui va proposer avant qu'on ouvre la discussion. Conseiller Djokam qui propose. Conseiller Djokam, vu que vous êtes celui qui propose, vous avez le premier droit de parole. Merci. C'est assez clair. Je n'ai pas de commentaires sur Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres conseillers? Oui, merci. Ouais. On a mentionné qu'il y a eu 700 000 qui a été. Il y a 2 ans que vous avez ça a été voté par le Conseil. Que vous avez voté. C'est pas la présidence qui a pris la décision, ça a été voté par le Conseil. Okay. Mais la présidence a signé. OK, parfait. Merci. Moi, je vais voter en faveur parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Par contre, ce que je déplore, c'est quand même un demi-million qu'on nous demande de 30. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus détaillé, d'avoir pu le lire avant la rencontre. Oui, parce que c'est quand même ça, plus qu'un demi-million. Et concernant les terrains de soccer de Brooks et de Medicine Hat, à la dernière réunion du comité de réaménagement des communautaires scolaires, j'ai mentionné qu'il y avait peut-être des opportunités d'aller chercher des fonds ailleurs. Donc, oui, je vais voter en faveur, mais je ne voudrais pas qu'on n'étudie pas cette question-là d'aller voir s'il y a des fonds ailleurs pour payer pour ces infrastructures-là, si possible. Puis après ça, peut-être qu'il y a une partie de ces fonds-là qui pourrait être utilisée pour autre chose. Là. Mais... Je vais aussi demander une question. Est-ce que je sais que la ville de Brooks, la ville de Medicine Hat participe. Alors, je pense qu'on va probablement aussi remercier la ville pour l'aide qu'ils font pour que ça avance bien. Est-ce que le montant qui est ici, le 592 000 $, est-ce que c'est assez pour compléter les 2 projets à la première phase? 592 000 n'est pas assez. Donc, on va utiliser le 105 000 et on va utiliser aussi la question de la vente du terrain. Le 592 ne couvre pas les 2 terrains. Avec la ville et la vente, ça pourrait être assez pour faire la première phase. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Conseiller Poulin? Excusez, oui, mais je n'avais pas pensé à ça. Est-ce que la vente va être faite assez tôt pour permettre de faire ces choses-là en terrain de soccer ce printemps? On est capable. Ou est-ce qu'on... On a assez de fonds de roulement. Parce qu'il y a notre bilan, notre état de résultat, notre cash flow. Notre cash flow est assez fort. On sait qu'on va avoir, on a une bonne idée de ce que le marché va nous donner pour le terrain à côté. Là, on parle dans les 400 000. Là. Okay. C'est n'importe quoi ce que c'est. Disons qu'on finit à 700 000 avec les 2 terrains de soccer. On a épuisé notre réserve. On aurait utilisé 105 000. N'importe quoi ce qui reste, le conseil décidera qu'est-ce qu'ils veulent faire avec le 200 000 de terrain de soccer. C'est soit qu'on leur remet de nouveau dans les réserves, mais la minute qu'on remet de nouveau dans les réserves, il va falloir demander la permission. Okay. Puis, quand on parle de phase 1, on parle de quoi? C'est probablement l'étude qui existe présentement. Puis d'abord, à Brooks, c'est l'histoire de l'ingénierie pour plusieurs. Puis Medicine Hat, c'est la permission au gouvernement de pouvoir vendre une partie du terrain de l'école pour pouvoir financer, aider au financement de notre terrain. On attend encore après
des recommandations de la part de l'architecte paysagiste parce qu'eux ont contacté une firme d'ingénierie pour Brooks. Et puis, je n'ai pas de nouvelles depuis ça. Fait que, excusez, je comprends pas. Donc, phase 1 n'aborde pas un terrain de soccer à Brooks à Medicine Hat. Phase 1 gère le puisard puis fait la vente du terrain Medicine Hat. Exact. Puis lorsque tout ça va être réglé, on va avoir tous les plans nécessaires. On va pouvoir aller en appel d'offres qui sera probablement la phase 2 et la phase 3 qui est la construction. Moi, c'est pas ça que je voulais dire par phase, en passant. Moi, ce que je comprenais, c'est que il y avait, quand on a vu les plans la dernière fois, là, qu'il y avait quand même, on allait avoir un terrain de soccer, il y aurait peut-être avoir quelques petites affaires qui manqueraient, peut-être des estrades ou d'autres petites affaires. Là. C'est ce qu'on je voulais dire, phase 1. On a un terrain qui fonctionne. C'est pas les mêmes phases pour moi. La phase 1, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, qui est le terrain idéal, ça serait un terrain de soccer avec les poteaux, puis des estrades, puis de l'irrigation. Puis ensuite de ça, dépendamment des budgets au cours des prochaines années, s'ils veulent ajouter des lumières, s'ils veulent ajouter certaines choses supplémentaires, nous, on va donner un terrain de soccer qui est baisé. Puis à partir de là, donc, pour clarifier, on a un terrain de soccer avec des estrades d'irrigation dans les deux communautés, fait que le gazon ne meurt pas. Puis ça, on peut commencer la construction probablement au printemps avec. C'est le but. C'est le but. C'est le but. Puis ce 592 000, etc., va couvrir la construction pour ces deux terrains-là et peut-être de l'argent autre qui est ailleurs aussi. Le 105 000 de Brooks 105 000 et la de Brooks. banque du terrain s'en regarde. OK. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander le vote. Alors, tous ceux qui sont en faveur de la proposition que le conseiller Ducam propose que son conseil autorise le conseil scolaire Franco-Sud à utiliser les 592 273 $ provenant des réserves de capital pour financer 2 terrains de soccer à l'école Le Ruisseau à Brooks et à l'école Les Cyprès à Medicine Hat. Tous ceux qui sont en faveur. Merci beaucoup. Alors, c'est très bien. Alors, une dernière point pour la gouvernance des nouveaux dossiers. Alors, ici, on aurait le point 10.3, plan capital pour l'année 2026 à 2029. Monsieur Delouf, 15 minutes. Ça va pas prendre ça. On va corriger quelque chose. Premièrement, c'était l'année 2027 à 2030, donc c'est juste un typo dans la présentation. Puis on aimerait s'excuser parce que vous n'avez pas reçu le plan capital vendredi dans le document. Donc, ce soir, vraiment, qu'est-ce qu'on aimerait avoir de vous? Parce que nous, on doit soumettre les priorités au niveau du gouvernement dans leur site web, dans leur programme spécial, c'est de vous présenter les priorités. Et puis, à partir de là, on peut avoir une petite discussion si vous voulez faire des changements, si vous n'êtes pas d'accord. Donc, c'est juste une question de voter sur les priorités ce soir pour qu'on puisse au moins les soumettre au gouvernement. Quand on pense au document, vous allez probablement reçu le document aujourd'hui ou sinon, vous allez le recevoir. C'est une ébauche et on travaille avec Antoine et puis un graphiste. Il va peut-être avoir quelques petites choses qui vont être changées, mais ça ne sera pas les priorités. C'est surtout du texte ou des images ou une reformulation de certaines choses. On va changer de reformulation. Wow. Okay. Donc, je vais passer au travers des priorités, puis après, je peux répondre aux questions. Donc, quand on regarde les priorités pour Calgary, qu'est-ce qu'on a? On a 6 projets, et puis au niveau du rural, on a 4 projets. Je pense que c'est important. On pourrait mettre des priorités autant qu'on en veut, mais on faut être conscient qu'au niveau du plan capital, comme si on prend, par exemple, on en a parlé aujourd'hui, par exemple, à Cartland, Rocky View, ils ont 21 priorités. Puis, je pourrais mettre 20 priorités, mais on sait très bien que 21 priorités, ça ne se passera pas dans notre temps. Tu sais, c'est beaucoup de. Donc, quand on pense aux priorités, la manière qu'on priorise au Franco-Sud, c'est basé, comme on a expliqué, sur les besoins au niveau des écoles. On pense aussi aux besoins. Si on a des écoles qui sont vieillissantes, on pense aux modernisations. Et puis, lorsqu'on a des croissances dans certaines villes, comme par exemple à Calgary, on essaie de plus en plus d'essayer d'avoir des écoles qui font en sorte que
le transport n'est plus 90 minutes le matin, 90 minutes le soir, mais on essaie de diminuer le transport pour que ça soit entre 45 et 60 minutes. Et tranquillement, pas vite, la manière que la ville se développe, on est capable d'avoir des terrains, ce qu'on n'avait pas il y a 10 ans, pour pouvoir justement faire ce genre de réparation-là. OK? Donc, pour l'année 1, on a eu des annonces. OK? Donc, on a Hamptons puis Panorama. Hamptons, qui est un maternel à 9 catholiques. On a eu une annonce la semaine dernière pour nous dire qu'ils allaient en planning. Okay? Il y a beaucoup de gens qui posent la question, c'est quoi la différence entre pre-planning et planning? Lorsqu'on pense de pre-planning, le gouvernement nous donne un certain montant et nous dit fais un rapport et puis il n'y a aucun commitment. Il n'y a aucune garantie que le projet va aller de l'avant ou va continuer. Okay? Donc, on fait un pre-planning, on donne le rapport au gouvernement, on regarde ça, puis eux peuvent dire yeah, non. Quand ils disent yeah, c'est là qu'ils nous disent OK, on va vous passer au planning. La minute qu'on passe au planning, ça veut dire que le gouvernement, sur leur tableau de projets capitaux, ça devient officiel qu'il y a un projet capital qui s'appelle Planning Beau-Franco-Sud pour l'école maternelle à 9 de Hamptons. Okay? Basé sur les 4 dernières années, lorsque ce processus s'engage avec le planning, lorsque le planning est terminé, on a à 100% jusqu'à maintenant reçu le design. Et puis, avec le design, on a 100% reçu la construction. On l'a vu avec Airdrie et on va le voir aussi avec l'école de maternelle à 6 Armistice. Okay? Donc, présentement, nos priorités numéro 1, c'est les deux plannings qu'on a reçus, c'est Hamptons et Panama. Okay? Donc, on pense à Hampton, maternelle à 9, 465 étudiants. Avec ça, on va aussi appliquer à Hamptons pour avoir les fonds fédéraux pour avoir une garderie. Okay? Donc, on pense d'ajouter 242 mètres carrés, il y a environ 40 espaces pour la primaire et la garde. Ensuite de ça, on a l'école secondaire à Panorama, qui est dans le nord-ouest. Okay? On pense à 635 étudiants, une nouvelle construction, une école publique. Deuxième année, on a fait les plans, on n'a pas fait les plans, mais on a fait le pre-planning pour Coral Spring. Et puis, on pense à une nouvelle construction, une école publique, cette année. Okay. Alors, on pense à 565 étudiants. Et ensuite, on a la modernisation à la Rose-Sauvage. La Rose-Sauvage, c'est un peu un genre d'engrenage qui fonctionne avec l'école secondaire de Panorama. Dans ma tête, je sais qu'il y a peut-être des parents qui voudraient la rénovation qui se produise tout de suite à la Rose-Sauvage, mais je pense que pour le bien du conseil, ça serait bien que l'école secondaire soit terminée pour qu'on puisse faire un genre de faire une belle rénovation à la Rose-Sauvage et mettre les étudiants en attendant. Donc, on n'a pas des étudiants qui sont dans le milieu d'une rénovation qui doivent bouger à travers l'école avec la rénovation. Ensuite de ça, on pense à la troisième année à la source, la modernisation de la source et une nouvelle construction à Providence qui serait une école catholique maternelle à 6. Est-ce qu'on a des questions pour Calgary? Oui, merci d'avoir évoqué ce point de, comment on appelle, la rose sauvage, parce que hier, j'étais à la réunion du conseil de Paul, on m'a posé la question où on était avec la rénovation. Donc, je pense que ce serait intéressant de peut-être d'expliquer ça aux parents, de nous aller aux parents. Parce qu'il y a beaucoup de curiosité là-dessus. La réalité, c'est que présentement, la Rose Sauvage, la seule chose qu'on a reçue, c'est un pre-planning de la part du gouvernement. Donc, on a soumis un rapport au gouvernement et en plus, qui va être supporté par le plan capital. Donc, en ce moment, la décision est encore entre les mains de Alberta Education. Nous, on a fait due diligence, on a présenté le projet, on a présenté des options qui pourraient se produire. Mais le pre-planning, lorsqu'on présente des options, ce n'est pas une option qui est officielle. Donc, on doit être prudent. On ne va pas dire aux parents, mais voici les deux options. Puis, ils s'attendent à quelque chose que lorsque le budget sort, lorsque le planning sort, c'est quelque chose de différent. Et donc, on ne va pas poser de surprise avec la population en tant que telle. Mais on sait que présentement, le pre-planning est sur la table du ministre de l'Éducation.
pour cette période de 3 ans. Oui. Du point 6, la priorité 6, Urban Providence. Maternelle à 6. Actuellement, dans le sud, on a NDP qui est maternelle à 6. Exact. On a Saint-Marie-de-Bourgeois qui est maternelle à 9. Est-ce qu'il serait pas intéressant de considérer un high school catholique comme option dans le sud? C'est une bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment étudié de près parce qu'en créant un high school catholique, qu'est-ce qu'on fait? On crée une dilution de la population. Et lorsqu'on crée une dilution de la population, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a une dilution des programmes qui sont offerts. Et puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être continué d'être discuté en ce moment. Puis, c'est pas une question que je peux vraiment répondre à dire oui, on devrait faire un high school. Premièrement, le terrain est trop petit pour mettre un high school. C'est un terrain qui est fait pour l'élémentaire, parce que dépendamment de la grandeur du terrain. Et puis, il faut regarder de façon historique avec ce qui s'est passé à Sainte-Marguerite-Bourgeois au niveau du secondaire. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec Silverado. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être plus imminent à examiner. J'attendrai peut-être 1 an ou 2 de Silverado pour voir la tendance et à partir de là, prendre une décision. Si vous voulez un secondaire qui est catholique dans le sud-ouest, il faut examiner puis trouver un terrain qui peut accepter une école secondaire dans le sud-ouest. D'accord. C'est une bonne conversation à avoir. Mais une autre option, ce serait d'avoir SMB qui devient 10 à 12 parce qu'il a déjà des infrastructures correctes. Exact. Et puis, savoir que les deux vont alimenter SMB qui est central. PHP qui alimente. Oui. Merci pour la question. Je m'en allais là aussi au niveau de la catégorie. Fait que je suis confortable pour ce qui est présenté présentement. On a mentionné au niveau de Hamptons des espaces communautaires qui seraient potentiellement une garderie prématernelle. Est-ce qu'on sait deux? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point aujourd'hui, le parent d'aujourd'hui, c'est des espaces de prématernelle versus des espaces de garderie qui a besoin. Puis je ne connais pas assez la réalité du parent de Calgary dans le jour à jour au niveau des obligations familiales pour bien cerner ça. Mais je trouve que 40 places, c'est quand même assez petit pour, comme espace de garderie. Je serais curieuse de savoir sur lesquelles données on se base pour le 40 places. On se base sur le 242 mètres carrés, puis on va peut-être prendre un pas en arrière. Peut-être le mot qu'on devrait utiliser, c'est un espace préscolaire. Ouais. Et rendu là. Petite enfance. Petite enfance. Okay. Donc, et puis rendu là, dépendamment parce qu'ils vont, d'habitude, il y a un appel d'offres qui s'effectue. Et rendu là, c'est la communication des membres du conseil qui s'occupent de la petite enfance, ainsi que dans l'appel d'offres, qu'est-ce qu'ils vont offrir basé sur les besoins. Puis quand on pense aux 40, c'est le nombre qu'on a eu avec Building Blocks. Et puis, c'est le nombre qu'on a basé sur qu'est-ce que le gouvernement, sans nous dire, le gouvernement nous dit, si vous appliquez pour tel espace, les chances sont beaucoup plus grandes que si vous demandez plus grand que qu'est-ce qu'on vous dit par la bande. Ce n'est pas quelque chose qui est fait de façon officielle, mais basé sur le partenariat qu'on a avec Alberta Education. Parce que ce n'est pas le Franco-Sud qui fait la demande, c'est Alberta Education qui le fait au travers d'affaires intergouvernementales. Nous, on donne les chiffres, on donne l'endroit où ça va se passer, on les aide à remplir les choses, mais la demande est faite par Alberta Education. Et on leur fournit des besoins. Donc, c'est nous qui leur disons on veut un préscolaire versus une salle de danse. Exactement. Puis le 240 mètres carrés, c'est dans le sens, juste parce que c'est bloqué, ça, ou c'est quelque chose. Ce que je comprends, là, c'est qu'ils nous suggèrent ce 242 mètres-là en dessous de la. Okay. Moi, je serais curieuse de voir comment est-ce qu'on peut pousser pour avoir un petit peu plus. Puis j'aimerais aussi qu'on s'assure dans le processus de justement planifier ces mètres carrés-là,
on a des experts en petite enfance en province et autres, là, anglophones et francophones. On s'assure de les consulter pour que l'espace soit pensé, réfléchi, planifié, le mètre carré, pour que ça réponde aux besoins justement de ces groupes de genre-là, de 0 à petite enfance, c'est 0,5 ans, là, 0,6, je pense. Juste pour s'assurer, c'est ça, qu'on réponde bien, que ça soit adéquat, approprié pour ce groupe d'âge-là. Merci. C'est qu'est-ce que le groupe de consultation du Franco-Sud a fait lorsqu'il est venu le temps de faire la proposition pour Silver Valley. Puis, on parle pas maternelle à 9, on parle de la petite enfance, mais à Airdrie, c'est l'auditorium que vous avez reçu. Donc, il y a plusieurs facettes grâce à ces données. OK. D'autres questions? OK, on va passer au rural. Donc, rural, on a encore les deux mêmes priorités qui existent. On parle de Cochrane et de Canmore. OK. À Cochrane, on parle d'une école secondaire de 7 à 12. À Canmore, on parle d'un complexe scolaire de maternelle à 6 et de 7 à 12. Donc, on pense peut-être à un modèle comme Silverado, mais un peu plus petit à cause de la population. On a demandé, avant la rencontre ce soir, on nous a changé la capacité de 435 et la prochaine capacité après 435, si je ne me trompe pas, c'est 475. Il faudrait que je regarde dans le score Cartonano. Mais c'est un chiffre qu'il va falloir que je confirme. Ensuite de ça, on pense à la nouvelle construction à Chestermere d'un complexe scolaire aussi. Je pense que c'est très important. On a eu une rencontre la semaine dernière avec les membres, le CEO et le directeur à Chestermere. Et puis, c'était vraiment positif. Ils nous ont suggéré un terrain qui serait peut-être prêt en 2029. Donc, on dit 2029, c'est loin, mais c'est vraiment pas loin. Et on nous a aussi parlé aussi du Joint Use Planning Agreement en même temps, comment on va être intégré, toutes ces choses-là, et c'est très positif. Qu'est-ce qui est vraiment excitant présentement à Chestermere, c'est que la dernière fois que moi j'ai regardé, et Mme Baker a peut-être des nouveaux chiffres, on avait déjà 43 étudiants pour le mois de septembre. Et on parle d'une maternelle qui va être probablement plus grande que 10 à 12 étudiants. Donc, il y a eu des commentaires qui ont été faits au cours de notre dernière réunion du comité de la part de M. Harrison qui parle de Chestermere comme étant le prochain Airdrie. Et on peut commencer à le voir avec les nombres phénoménaux. Et on sait que l'espace qu'on donne à nos étudiants qui vont déménager là, c'est un très bel espace. Et ça va probablement faire la promotion parce qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu sceptiques face à ça va être un centre et il y aura pas ça, mais ça va être très bien aménagé. Puis on a eu notre rencontre cette semaine avec la direction et toutes les membres qui vont participer à s'assurer que l'école est c'est très positif. Ensuite de ça, la dernière priorité qui est rurale, c'est le but, ce serait une modernisation, mais la modernisation ferait en sorte qu'il y ait un élève qui est secondaire à l'école de Montréal. Je peux comprendre qu'avec plus, notre école avait rendu, c'était bâti en 1952. Donc, je ne pense pas qu'il y ait personne ici qui était là quand puis, 1952. Puis, il y a plusieurs défis avec faire des agrandissements dans le building. C'est pour ça qu'on pousse pour avoir une extension qui est neuve parce que là, si on fait une étude, ils vont dire que ça coûte moins cher de démolir l'école que de faire une modernisation de l'eau. C'est ça qui est arrivé à Medicine lorsqu'on a eu des cyprès. Tu dois avoir de l'amiante des eaux. Non, il n'y a pas d'amiante. On a fait des tests lorsqu'on a fait la modernisation du gymnase et puis les salles de bain. Et puis, les seuls endroits qui avaient de l'amiante, c'était pas la bâtisse, mais c'était les tuiles qui s'enlèvent, les tuiles comme ça. C'était des vieilles tuiles dans la salle de bain. Et puis, c'est pas un problème de asthme. Donc, c'est les priorités capitales qu'on aimerait que vous approuviez ce soir. Et puis, encore une fois, on s'excuse pour le document. Et puis, il y a beaucoup de lectures à faire dans le document. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de répétitions au sujet de l'article 23
comparaison avec les écoles de quartier, et puis les besoins des francophones. Et tout ça, ça vient du rapport. Alberta Education, les priorités, ces choses-là. Il y a un beau flot. Je pense que dans notre plan 4 cette année, on reconnaît l'effort qui a été mis de la part du gouvernement pour aider les francophones, que ce soit dans le sud, dans le nord, partout en Alberta, avec nos besoins. Puis ils l'ont démontré de plusieurs façons et on les remercie en même temps dans le plan 4. C'est tout pour moi. Alors, pour la présentation, c'est tout. Après ça, c'est les questions et le vote. Exactement. Okay. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre peut-être 15 minutes pour la prochaine partie. Alors, c'est juste pour limiter les questions qui sont peut-être moins importantes, qui ne vont pas nous amener à changer notre vote. Alors, je vais, d'accord. Avant d'avancer, je pense qu'on a besoin d'une personne qui va proposer l'approuver. Alors, conseiller Goa. Conseiller Goa, vous êtes celui qui avait proposé, vous avez le premier droit de parole. Très bien. Est-ce que vous êtes en accord? Conseiller Tchekam. Après ça, moi, j'ai un commentaire aussi. Ok, super. Première, c'est une demande de clarification. Alors, la formulation dit approuver les priorités du plan capital. Est-ce qu'on aura plus tard une résolution pour approuver, adopter le plan capital? Ou c'est ça tout? Lorsque vous adoptez les priorités, vous adoptez le plan capital. Le document qui vient avec, c'est seulement un document informatif qu'on met sur le site web, mais les priorités ne changent pas dans le document. Les priorités sont vraiment... Nous, qu'est-ce qu'on soumet au gouvernement, c'est la priorité 1 dans le rural, mais c'est Cochrane et Canmore. D'accord. Donc, il n'y a pas un changement qui se fait au niveau des mots de la formulation, c'est vraiment qu'est-ce qu'on présente au gouvernement. Okay, super, merci. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'on a la possibilité de changer entre deux éléments peut-être la deuxième année ou cette année? Je veux dire, si on oui, à tous les ans, on a la possibilité de changer. Si, par exemple, il y a une explosion démographique à Chestermere, qui est une priorité Chestermere peut facilement devenir la priorité numéro 1. OK, c'est bon, merci. Tout ce que j'avais. Conseillère Poulain, conseiller Harrison. Et après ça, non, c'était moi qui avais la parole en premier, mais je vais vous laisser passer en premier, qui prend bien la troisième place. Comme dans l'anglais, le général parlant. Oui, fait que moi, je suis confortable avec la liste. Le 1, 2, 3, 4, 5, là, tu sais, la liste. Où est-ce que j'ai un petit peu de défi, c'est concernant une des communautés rurales. Donc, moi, c'est le contenu de ce qui est marqué là. J'aimerais pouvoir avoir une discussion avec l'administration pour regarder tout ça ensemble. Donc, moi, je suis confortable pour la liste. Ce qui m'amène à questionner quelque chose. Donc, ce que je comprends bien, parce que moi, j'avais toujours l'impression que ce document-là était partagé avec le ministère et où qu'on utilisait ce document-là comme l'ébauche pour dire, bien, voici ce qu'on a besoin dans ces régions ou sur ces projets-là. Je veux juste me clarifier. OK. Donc, nous, ce qu'on soumet au ministère, il y a un site web qui s'appelle LIMS. On met la priorité. Donc, cette semaine, si vous approuvez, je vais mettre les priorités que vous avez approuvées. Et on fait juste mettre un petit blur là-dedans. Et le document qui est présenté, qui est le document du plan capital, oui, le gouvernement va le recevoir aussi, mais vraiment, la plupart du temps, basé sur des discussions que j'ai eues avec les gens qui s'occupaient de ça, ils regardent vraiment plus le site web. Et puis, lorsqu'il y a une priorité capitale qui catch avec les autres, c'est là qu'ils reviennent nous voir pour nous poser plus de questions, même s'ils ont le document. Donc, ils ne vont pas juste dire « Ah oui, ça c'est bon, on l'accepte ». Ils vont se rencontrer, il y a 63 conseils scolaires, puis à partir de là, ils vont émettre certaines priorités. Et ensuite de ça, ils reviennent à la table du Franco-Sud pour nous parler, dire pourquoi il y a plus de questionnements qui se fait que juste lire un document et dire on se base sur le document. Donc, le document, c'est vraiment une porte d'entrée pour pouvoir faire la promotion de nos priorités. OK. Ça, c'est dû à la fin du mois de mars, ce document-là. Exact. OK. Fait que comme j'ai dit, moi, je suis confortable avec la liste. L'ordre de priorité, là, 100%. J'ai un défi à adopter le document
dans son ensemble, sachant qu'il y a des données qui comptent pas. Tu sais, comme je vous ai transféré l'information. Pour moi, j'ai besoin d'avoir ces discussions-là avec vous pour valider surtout les nombres d'ayants droit, des éligibles, etc. avec vous, dans ce sens-là. Mais à paiement pour pouvoir voir s'il y a des modifications ou au moins avoir, je pense, une discussion. Je pense que je suis correct avec la liste. C'est ça. Il y a un très bon commentaire que vous venez de faire, conseiller Poulain, c'est que c'est très important de comprendre que nous, lorsqu'on soumet des documents qui ont du data dedans, c'est qu'il faut qu'on soit constant année après année après année après année. Donc, lorsqu'on voit le nombre d'étudiants dans le plan capital, on sert toujours du chiffre du 30 septembre. On ne dit pas c'était quoi la semaine passée parce que ça va changer. Et le gouvernement, lorsqu'il regarde leur chose, leur data vient du 30 septembre. Ça, c'est très important. L'autre data qui est très important, qu'on reste constant, et il y a souvent des débats avec ça, c'est le recensement. Okay? Donc, on se sert du recensement de 2021. On sait que le gouvernement, en 2022 ou 2023, va renvoyer quelque chose pour dire, basé sur nos statistiques blabla, vous pouvez ajouter un facteur de 10,3 au recensement que vous avez. Donc, si vous aviez 10 élèves, ça veut dire que c'est vraiment 11,3 élèves parce qu'il y a un facteur d'ajustement. Et nous, c'est très important qu'on garde ça parce que il y a certains commentaires qu'on a reçus, mais la CFA a fait un sondage. Telle chose a fait un sondage. Telle personne a fait un sondage. Puis pour aller plus même en détail pour Canmore, parce que votre région, ben, c'est important de comprendre que oui, il y a Canmore, mais il y a aussi le MD de Bighorn, puis il y a Banff, le District Number 9, et toutes ces choses-là. Et on fait l'addition de ces régions-là qui nous amène aux chiffres que vous avez vus ici. Qui est, c'est pas 400... Non, c'était 600 quelque chose, je ne me souviens plus, là, mais le chiffre qui est là, c'est le chiffre basé sur Canmore et la région de Canmore, basé sur le recensement. Donc, c'est très important. Je sais que vous venez, mais là, moi, si on fait le sondage, mais je ne peux pas commencer à diverger parce qu'on se sert de cette base-là tout le temps. Mais ça, je peux comprendre ça, je suis confortable avec ça. Je pense que la discussion est nécessaire parce que les chiffres qui sont marqués là, juste par exemple le 460, c'est les chiffres sur le dossier de recensement Canmore-Banff. Il n'y a pas les autres communautés alentours. Oui, il y a Canmore, il y a Banff, il y a Bighorn, il y a Lac-Louise. Lac-Louise n'a même pas une chose de recensement, c'est avec Banff, District Number 9, c'est tout ensemble. Et puis, si vous allez voir les statistiques, c'est quand même assez bas. C'est comme zéro. Pour ceux-là, mais pas Bighorn. En tout cas, mon point, c'est juste que... Non, mais Bighorn, c'est 40. Puis je vais arrêter là. C'est moi, comme je dis, je suis confortable avec la lettre. Je pense qu'il faut avoir une discussion par après pour être sûr que si on fait du démarchage, on fait du démarchage pour la réalité réelle d'aujourd'hui, mais aussi ce qui s'en vient aussi au niveau de l'expansion, etc. On le voit, par exemple, à Chestermere, c'est bien identifié le potentiel d'agrandissement. Je pense que c'est important. On le voit à Calgary. C'est bon de le voir dans toutes nos communautés. Est-ce qu'il y a des potentiels? Est-ce qu'il y a des projets? Pour construire des écoles, que lorsqu'on rentre dedans, on est confortable, puis on est confortable pour plusieurs années. Des projets d'infrastructure dans des petites communautés où c'est restreint, ça peut freiner le développement à long terme. C'est juste, moi, c'est correct. J'ai terminé. Merci beaucoup. Alors, je ne me souviens pas, c'était conseiller Harrison, et après, Moi, c'est juste une petite clarification pour Chestermere. Est-ce qu'on parle d'un nouveau développement qui est déjà en place ou c'est un futur développement? C'est, je dirais entre les deux. Je pense que c'est à la veille d'être présenté à la ville par les développeurs. Et puis, lorsque ça va être présenté, il parle que le développeur irait de la ville. Merci beaucoup. De mon côté, alors juste pour suivre sur les points de Geneviève, là, je voulais juste poser des questions. Quand on met la liste
est-ce que dans la liste, est-ce que ça inclut aussi les chiffres, voulant dire the size, full build, ou est-ce que ça n'inclut pas ça? Oui. Ça inclut ça aussi. Donc, quand vous allez afficher ça sur le gouvernement. Vous parliez tout à l'heure que vous prenez le recensement 2021 pour être, d'avoir une continuité à travers les données, à travers les années, à travers les différentes communautés. Ça, je comprends. Mais je pense que conseillère Poulain donne un bon point qu'avec certains nouveaux développements qui se passent, peut-être que dans le libellé, dans le reste du paragraphe, là, on pourrait mentionner ces choses-là pour expliquer à la province qu'on attend une augmentation à cause de certains projets qui se passent. Alors, c'est peut-être pas dans votre tableau là, que vous avez, mais peut-être plus bas, ça pourrait être intéressant parce que c'est quand même un document de vente. C'est quand même un document, on essaie d'expliquer le contexte, on essaie d'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors, je pense que c'est quand même un bon commentaire, là, les chiffres qu'elle a donnés, qu'elle nous a partagés. Je trouvais ça vraiment bien. Je voulais aussi, une des choses que j'aurais voulu voir, c'était de voir le rapport final pour qu'on ait eu le temps de le lire. Vous allez l'avoir aussi avant que ça soit mis. Mais l'année passée, c'était un petit peu la même chose. Si je me rappelle bien, là, on n'avait pas reçu le rapport à temps. Et on a voté dessus. Alors, je parlais avec tout ça. Pour approuver, on n'a pas besoin